Moi, je suis franco-marocaine, je ne suis pas noire américaine. En France, on n'a pas vraiment l'habitude d'aimer la réussite, l'argent et l'ambition. L'image de la Cannes a apporté mondialement quelque chose de fondamental au Maroc. Yasmina, bonjour. Yasmina Jafar. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour de multiples raisons. D'abord parce que tu es issue de la diaspora, mais surtout tu es une femme engagée, tu es une journaliste engagée. D'abord, je voudrais que tu me parles d'abord de toi et après on verra ton actualité et puis je serai amené à converser avec toi sur un ensemble de sujets qui concernent notre pays, mais aussi les deux pays. Donc, qui est Yasmina? Qui je suis? Alors, je suis Yasmina Jafar, en effet, née de deux parents assez exceptionnels que j'aime par-dessus tout. Jafar, Moulay Slimane Jafar et Sadia Jafar. Donc, je suis née à Paris, pas très loin de Paris, dans le 93, on connaît bien ces deux chiffres, à Livry-Gargan. Et très rapidement, mes parents ont souhaité, c'est vraiment une volonté, qu'on s'assimile. Je choisis ce mot vraiment à dessein. Et on a été très vite à Paris, dans le 20e arrondissement, un peu dans le 12e. Ma tante habitait dans le 16e. Et mes parents ont très vite compris qu'il fallait qu'on soit dans des écoles qui donnent pignon sur rue et surtout ne pas être enclavé. Donc j'ai grandi dans le 20e arrondissement avec des rêves plein la tête et des parents qui m'ont permis de rêver. Très 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 vite, à l'âge de 8 ans, j'ai dit je vais faire deux choses. Soit je suis avocate, soit je travaille à la télévision. Alors, ils m'ont regardé avec des yeux ronds. Parce que mon père avait son propre garage au Maroc, ici, pendant le protectorat. Et quand il est parti en France, il y a eu un déclassement. Donc il est devenu garagiste. Et ma mère a travaillé en débarrassant les tables au printemps Haussmann, sous cette fameuse coupole qui est classée à Paris. Et elle a vite arrêté de débarrasser et elle est devenue responsable de salle en très peu de temps. Donc c'est une ambition incroyable. Je ressemble beaucoup à ma mère d'ailleurs pour ça. Mais ils m'ont quand même regardé avec des yeux ronds en se disant mais entre débarrasser les tables, même si je deviens chef, et mon père, bon, on ne connaît personne dans les médias. De quoi rêve-t-elle? Mais ils m'ont pas arrêté. Donc je me suis permis de rêver avec l'accord de mes parents. Donc bon, bah, des études de comptabilité parce que on m'a mal orienté, très clairement. Au bac, j'ai eu 14 en français, 14 en philo, 2 en maths. Mais j'ai fait BEP comptabilité, donc allez comprendre. Et puis très vite, j'ai voulu aller faire une première d'adaptation pour aller ailleurs que dans un bac pro qui pourrait me mettre dans une voie de... Et ben, fac de droit audiovisuel, fac de cinéma, et puis BTS commercial. Et petit à petit, grâce à des conventions de stage, j'ai atteint des émissions de télévision de culture. Je voulais vraiment ne vivre que pour les livres parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne fais pas partie de ces enfants qui avaient des livres posés à la maison. Je ne sais pas ce qu'est un livre. J'ai 17 ans. On lisait les livres ordonnés par l'éducation nationale, mais en dehors de ça, qui était Sartre, qui était Beauvoir, aucune idée. Et la télé était constamment allumée. Donc bah, j'ai eu mon éducation avec les 5 colonnes à la une, Gilbert et Carpentier, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Si, je vais aller jusqu'au bout de ce rêve. Et donc, j'ai fait beaucoup de stages à la télévision, mais j'avais compris qu'il fallait que je sois non pas dans les émissions de jeu. J'ai tout le respect du monde parce que c'est une vraie mécanique pour les émissions de jeu, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Je m'intéressais à la politique et à la culture. Et donc, j'ai dû construire pour que ce rêve soit vrai. Donc, de, on va dire de 17 ans à maintenant, la seule chose qui compte pour moi, c'est travailler, apprendre et transmettre. C'est vraiment le plus important. Et jusqu'à écrire. Alors, c'était un désir que j'avais quand j'étais enfant, mais là, je ne me le suis pas autorisé. Mais il y a plein de... On en parlera tout à l'heure, mais il y a plein de raisons qui sont de l'autodétermination et aussi le déterminisme social qui fait que je ne me suis pas autorisée à écrire. Mais ça m'a rattrapée parce qu'au final, et si je dois dire quelque chose aux plus jeunes qui ont envie de faire quelque chose dans leur vie qui leur paraissent un peu suspect par rapport à leurs origines sociales, ben ça vous rattrapera toujours, en fait. Quand on est muet pour quelque chose, on le fait. Et je me suis mis à écrire petit à petit sans m'en rendre compte, ne serait-ce que des petits articles ici et là, pour un site que j'ai créé moi-même. Et puis maintenant, il y a un livre qui sort, et donc j'existe dans le panel d'auteurs. Je ne vais pas dire jusqu'à écrivain, parce que j'écris pas de roman, mais un jour, pourquoi pas. Et l'idée, c'était de savoir pourquoi je voulais écrire, et encore une fois, bah, pour transmettre, pour dire, pour témoigner.
Et maintenant, avec le recul que j'ai, je suis ravie d'être ici avec vous au Maroc pour témoigner de quelque chose qui est mon histoire française, mais qui est aussi une histoire universelle. Et c'est quelque chose que je n'avais pas prédit. Mais c'est pour ça que écouter ses désirs, être plus fort que son désir, comme a pu le dire Lacan, c'est fondamental parce que c'est une stèle qui en emporte une autre. Et finalement, quand aujourd'hui j'ai affaire à cette question qui est qui êtes-vous, je suis tout ça et je suis encore plein d'autres choses que je ne sais pas. Alors, justement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et je vais reprendre une citation de Platon qui disait que le désir est un manque. In fine, c'est quoi le manque de Yasmina aujourd'hui? Ce que j'ai pas encore réussi à faire. Voilà. Vraiment, je pense que tout est possible. En ce sens, j'ai une mentalité plutôt anglo-saxonne. Et je viens d'un pays, la France, et j'ai grandi là avec ses codes, où on vous dit non d'abord, avant d'étudier pendant 3 4 ans la faisabilité de la chose. Mais moi, je pense que tout est possible. Donc, je suis souvent frustrée, mais je ne m'attache pas à ces noms, ou alors je les nomme, et j'aime ce terme-là, des noms fondateurs. On va me dire non, et je vais tout faire pour fonder autre chose. Et me battre contre ça, et m'aider aussi à penser contre moi-même. Donc, ce qui me manque, c'est ce que je n'ai pas encore réalisé, euh, c'est-à-dire parvenir à... j'ai une ambition qui est celle d'avoir une émission de télévision. Bon. Et pendant longtemps, pareil, je ne m'autorisais pas à le dire. Bon, maintenant je le dis. Donc ça me manque. Je veux que ça arrive. Je veux, alors on doit dire je voudrais. Non, je veux. Je veux que ça arrive. Je serai poli une autre fois. Là, je veux. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut mettre en place pour que le manque soit toujours devant nous. Parce que si plus rien ne me manque, alors je vais me dire qu'est-ce que je vais faire. Alors, si on contextualisait par rapport à ce rêve, Mm. et on va faire un petit zoom sur la France d'aujourd'hui, et ça fera le lien tout à l'heure par rapport à ton livre. La France d'aujourd'hui, est-ce qu'elle permet justement à la diversité de s'exprimer, notamment à la télé, dans un momentum où on voit bien que le populisme, le racisme, l'islamophobie sont devenus, sont devenus un exutoire pour tous ceux qui n'aiment pas la différence. Comment tu te positionnes dans ce contexte aujourd'hui par rapport à ton rêve et surtout par rapport à ce que tu as dit en début de conversation, la dimension assimilationniste? Je cherche toujours à aller du côté de la nuance. C'est un mot qui n'est pas à la mode. C'est un mot presque valise qu'on utilise comme ça, un peu comme un slogan. Je veux aller vers l'universalité. L'universalité, qui n'est pas exactement l'universalisme. Isme, avec cette idée d'un isme qui regroupe une pensée politique. Donc, je préfère le mot universel ou universalité. Donc, et la France, en ce sens, porte quelque chose de très fort dans son histoire, de la même manière que la laïcité a un sens très précis. Donc, moi, c'est là que je veux être encore plus aujourd'hui, quand on voit à quel point les radicalités ont pris de la place, le populisme a pris de la place, les politiques ne sont plus des politiques dignes de ce nom. On va être bientôt en 2029. En 1929, on a eu la crise de 29, on a eu le New Deal, mais on avait 3 bonhommes. Roosevelt, Churchill, De Gaulle. Bon, on arrive en 29, il y a des choses qui se ressemblent. On ne peut pas comparer les époques. Il y a des choses qui se ressemblent dans la pauvreté, l'envie de s'en sortir de la part des uns et des autres, les colères et le repli identitaire. Mais on n'a pas ces 3 bonhommes-là, en fait. Ni en France, ni ailleurs. Et aux États-Unis, encore moins. Donc, je tiens, et je dis encore je veux, à ce que des paroles comme la mienne puissent, issues de la diversité, comme on dit, j'aime pas, je mets entre guillemets parce que j'aime pas ce mot, puissent s'exprimer et pouvoir dire, pensez contre vous-même, pensez en commun, ne cédez pas à vos émotions ni à vos colères. L'époque est évidemment pas la même qu'en 29, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà. Et, et si on arrive à penser dans le calme, sans vociférer, à ne pas suivre la foule par peur, on peut peut-être arriver à gagner la bataille sur le long terme. Parce qu'à être court-termiste et à imaginer que peut-être ce qu'il faut, c'est des vues, ce qu'il faut, c'est être populaire, ce qu'il faut, c'est ne pas mourir de faim demain, on fait les mauvais choix. Donc en France, il y a des communautés qui commencent à s'exprimer comme des communautés liées au communautarisme
Il y a des communautés, et le mot communauté n'est pas une insulte. Ce sont des communautés. Communauté musulmane, communauté juive, communauté asiatique, communauté blanche ou noire, peu importe. Le communautarisme, le isme dont je parlais tout à l'heure, revêt un univers plutôt politique et qui parle plutôt d'une séparation et d'une envie d'être entre soi parce qu'on a le sentiment de mieux se comprendre. Cette espèce d'algorithme qui fonctionne de la même manière que les réseaux sociaux, c'est-à-dire penser avec les gens qui pensent comme nous. On est mal habitué par les réseaux sociaux et on est mal habitué en réalité dans nos vies sociales tous les jours. À ne pas être d'accord avec les uns, on les éjecte en fait. Donc l'idée, c'est d'être un peu une courroie de transmission entre ceux qui pensent d'une manière et ceux qui pensent d'une autre manière pour arriver à amener à un point de concorde qui est l'universel, le bien vivre ensemble et tout ce qui peut paraître commun à la nature humaine. Donc moi, je suis franco-marocaine, ne serait-ce que le terme franco-marocain, avant, on disait « je suis française d'origine marocaine ». Ne serait-ce que le terme franco-marocain existe depuis très peu de temps dans la sémantique en France. Et il y a dans cette idée de double une obligation de notre part à se considérer autrement que assimilé. L'assimilation était à la mode quand j'étais plus petite. Mes parents m'ont pas appris le darija justement parce qu'il fallait s'appeler Corinne, comme dit un certain Eric. Dans la tête, on s'appelait pas. Moi, je m'appelle Yasmina et mes parents n'ont pas changé mon prénom, mais quelque part, ils ont fait de moi une Corinne. Ils l'ont fait pour le bien. Je leur en voudrais jamais. Mais j'aimerais bien parler marocain, darija, et puis mon arabe littéraire. Là, c'est un rêve presque inaccessible. Ça me paraît absolument... On verra ça plus tard. Mais au moins le darija pour avoir le sentiment d'être vraiment double nationalité en réalité. Donc cette expression, elle est très importante, ici et là-bas, pour justement faire entendre que ce que je suis, ce que je représente, ce que j'ai réussi à fabriquer, c'est possible. En dehors de l'assimilation, en sortant, peut-être en acceptant un peu mieux le mot intégré, et encore, parce que je suis née en France, donc je vois pas à quoi je dois m'intégrer. Donc, à être simplement un être humain avec une double culture, quelle qu'elle soit, et que cela enrichisse. Si je l'exprime de façon calme et posée, il n'y a aucune raison que les médias, qui cherchent souvent le bruit, ne tournent pas la tête en disant « Tiens, finalement, c'est intéressant ce qu'elle dit ». Et c'est ce qui arrive tout doucement. Donc, c'est difficile en Oui, France, c'est oui. sûr, mais c'est possible. J'aime beaucoup ton volontarisme. Mais à un moment donné, ne faut-il pas regarder les choses telles qu'elles se présentent à nous? Comme tu le sais, j'ai la même histoire que la tienne. Et par contre, j'observe beaucoup ce qui se passe en France. Il me semble, ou ne semble-t-il pas aujourd'hui quasi illusoire, de penser qu'on va pouvoir revenir à justement cette France de la diversité, cette France du bien vivre ensemble qui a existé. Bien sûr, les médias en général, les réseaux sociaux exacerbent un petit peu cette situation. Et sans le pouvoir des médias qui pourraient prendre une décision pour dire oui, nous, Yasmina, on va la mettre en avant et on va essayer de changer le regard de la France sur sa diversité, même si tu n'aimes pas ce terme. Pour moi, je pense qu'on a perdu une bataille. Oui, mais là, ça sent pas bon, ça c'est clair. Mais ça a presque toujours été le cas. D'un point de vue de la représentativité de l'étranger à la télévision française, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est en réalité pas pire qu'hier. On a eu dans nos télévisions Harry Roselmack, aujourd'hui on a Karine Le Marchand, pour parler des personnes connues, hein. Et ça n'a pas beaucoup évolué. En politique, c'est la même chose. Un peu plus. On a une Najat Vallaud-Belkacem, Rachida Dati, bon, voilà, après Taubira. Bon. Un petit peu plus. Pour une représentativité un petit peu plus juste, les femmes ont existé de façon plus paritaire, plus vite que les femmes d'origine différente. Bon. Donc, les choses avancent trop doucement, beaucoup trop doucement, et ça empêche une clarté du représentant qui s'adresse à une société qui ne se sent pas représentée. Donc ça empêche aussi un vote qui ait du sens, un vote citoyen, une adhésion. Après, il n'y a pas que l'image qui compte, mais il y a le fond, ce qu'on propose. Et les propositions ne sont pas aussi rassembleuses parce que là, on parle de populisme, on cède à qu'est-ce qu'une population veut entendre par rapport à ses désirs immédiats. Bon, le pouvoir d'achat, Marine Le Pen a compris, donc c'est de ça dont elle parle et elle engrange toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Les îles, elle les a avec elle. Bon, donc ça a changé, le discours politique a changé, non pas en fonction d'une diversité
ethnique, mais en fonction d'une diversité sociale. Donc ce discours politique a compris qu'il y avait des pauvres sans rien faire forcément pour eux, mais en tout cas, le discours est là pour les séduire. Euh, Nous, ceux qui avons envie d'être journalistes, de donner une parole, c'est dommageable d'avoir affaire aux médias alternatifs ou à YouTube pour pouvoir exister. Une fois que ça a fini par fonctionner, on peut être dragué par les médias mainstream. Et donc, la problématique, elle est entière, elle est réelle, et ça va vraiment pas assez vite. L'écriture, c'est un endroit où c'est possible de s'exprimer sur le temps long. Donc, moi, j'ai choisi de continuer à me battre pour exister dans les médias français et internationaux, pourquoi pas, voire grands. Mais l'écriture permet aussi de voir le temps de poser les choses. J'ai fait pendant une dizaine d'années des interventions à la télévision française, comme sur LCI, France Info, France 24, enfin, quasiment toutes. Et on n'a pas le temps d'exprimer les choses. Et j'ai arrêté, non pas parce que on voulait plus de moi, mais parce que le débat s'est tellement radicalisé qu'à un moment donné, on me demandait juste mon avis personnel, non pas d'experte, plus on me demandait en 3 secondes de définir un pour et un contre. Donc ça n'a pas d'intérêt intellectuel, donc j'ai renoncé. Donc la difficulté, c'est la représentativité n'existe pas vraiment. Quand elle existe, on nous demande d'aller vite et de parler quasiment en slogan et d'exprimer une radicalité. Tout ça fait que ça sent pas bon. Voilà, Très bien. c'est vraiment pas intéressant aujourd'hui, si on vient d'ailleurs, de prendre le temps de s'exprimer à la télévision parce que nous n'avons pas ce temps. Alors justement, on va faire le lien tout de suite avec ton actualité et ton livre. Ils ont choisi la France. Peux-tu nous narrer un peu la genèse? Pourquoi cette idée, ils ont choisi la France? Pourquoi aller chercher 5 personnages américains qui, effectivement, quelque part, ont été sauvés émotionnellement en venant vivre à Paris, entre guillemets? Mm. Comment est venue l'idée de ce livre? C'est exactement tout ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire que moi j'ai une affection profonde pour la France, pour son histoire, je la connais bien, son histoire, et j'ai eu le même sentiment que vous avez, vous ici, d'ici, le pays change, le monde change, et ça se radicalise dans tous les sens. Le centenaire de James Baldwin, qui est mon maître à penser, c'était en 2025. La réélection de Donald Trump, c'était aussi en 2025. Et comme je suis commentatrice politique depuis quelques années, je sentais bien que Biden ou Kamala Harris n'allaient pas faire long feu et qu'il allait repasser. Peu importe Capitole ou pas Capitole, il allait repasser. Parce que ce monde va pas bien et qu'il a réussi, Donald Trump, à amener aux urnes une première fois les pauvres et les ethnies au vote. L'Amérique est un endroit où l'abstention, on s'en plaint en France, mais l'abstention est un record. Et il a réussi ce gap en disant ce que les gens voulaient entendre sur je vais vous aider, vous allez pouvoir vivre, voilà, financièrement, etc. Donc, avec tout ce gombo, je me suis dit il faut qu'il y ait un livre qui parle de James Baldwin. Et puis mon éditeur m'a dit bah oui, mais on ne sait pas trop qui c'est. Raoul Peck a fait un film, mais bon, peut-être. Moi, je lui ai dit écoute, je te propose autre chose. Il était très ami avec Nina Simone et Miles Davis. Alors faisons quelque chose qui parle de leur amitié. Et puis moi, comme j'ai fait des études de cinéma, j'aime beaucoup Melvin Van Peebles. Il fallait qu'il y ait un plus jeune qui ferme la marche, qui a vécu en France, qui est mort il y a très peu d'années, absolument de façon inconnue. Personne n'en a parlé. Et puis Joséphine Baker, comment passer à côté alors qu'elle vient d'être panthéonisée en France et qu'elle a ouvert la marche au début du siècle. Donc la cohérence, elle vient de là. Ils ne se connaissaient pas pour ce qui est du premier et du dernier, Joséphine Baker et Melvin Van Peebles, mais ce qu'ils avaient en commun, c'est d'avoir traversé le siècle, c'est d'avoir été noir à des endroits, à des moments et des endroits différents. Quand on est noir en 1920, c'est pas la même chose quand on est noir en 1950, et pas pareil quand on est Melvin Van Peebles et quand on est noir avec l'équipe de Charlie Hebdo, parce que c'était avec eux. Bon, alors Charlie Hebdo, donc l'ancien, le professeur Choron, c'est avec eux qu'il a appris le français, qu'il a appris la France, Melvin Van Peebles. Donc c'était intéressant de voir comment ces Noirs-là avaient traversé un siècle dans un pays qui est celui de l'accueil, de l'ouverture, et à quel point aujourd'hui il devenait une caricature de lui-même, un fantasme, quelque chose qui n'existait plus. Donc je voulais savoir si aujourd'hui il l'aurait choisi. Donc à la fin, c'est un essai politique, hein. C'est pas des biographies. Je raconte sur la longueur quel est mon point de vue par rapport à leur choix et comment aujourd'hui on explique qu'on est, nous, si peu de rôle modèle noir
On a Omar Sy, et j'en cherche, mais j'ai du mal à en trouver. Et qu'aux États-Unis, moi, je dois me référer à Denzel Washington, qui n'aurait pas existé si Melvin Van Peeple n'avait pas existé, qui n'a pas créé une autre figure noire dans le cinéma, parce que c'est Melvin Van Peeple qui a permis à la représentativité noire d'aller au cinéma et de dire « je peux être policier, je suis pas simplement esclave dans des champs de coton ». Super. Et ça donne aux gamins une envie d'autre chose. Donc Melvin a été mais plus qu'important pour le cinéma américain. Avec la Blaxploitation, etc. C'est vraiment important de changer de rôle pour changer de rêve. Et il fallait que ces 5 amis, je les appelle comme ça, se rencontrent dans mon livre pour qu'on puisse aujourd'hui se dire ils ont été noirs dans un moment de ségrégation où c'était quand même très très dur. On pendait les gens dans des arbres, on les brûlait, etc. Et faire une différence avec ce qu'a été la colonisation et la façon dont la victimisation se forme en France, en comparant les récits et en se rassemblant quasiment comme si on était tous noirs américains. Quand Obama a été élu, on pensait qu'on était tous Obama, tous américains et tous noirs. Et en fait, dans mon livre, je tiens à faire une différence entre ces 2 histoires, parce que on est français, on a une autre histoire que celle des Américains, et on ne peut pas confondre ce qui est arrivé à George Floyd avec ce qui peut arriver ici, à Malek Oussekine ou autre. Enfin, ici, nous sommes aujourd'hui à Casa, en France, donc. C'est pas les mêmes histoires. Et donc, dans ce livre, il y a plusieurs objectifs. C'est vraiment tordre le cou aux facilités, aux radicalités et au communautarisme et au conflit des histoires. En écrivant ce livre, j'imagine que tu as fait un parallèle avec ce que tu vis en France, ou ce que la France vit dans sa globalité. Le message ou les messages essentiels que tu souhaites ou que tu souhaitais que les gens ayant lu ton livre gardent, c'est lesquels? D'abord, l'ambition, c'est important. C'est pas un gros mot. Ces 5 personnages, ils sont universels et on s'en fout de leur couleur. C'est pas le sujet. Moi, je suis franco-marocaine, je suis pas noire américaine. On ne m'a pas dit en France, tu n'as pas la légitimité de l'écrire parce que tu n'es pas... Bon, aux États-Unis, ça aurait pu arriver. Donc déjà, montrer qu'en France, on peut écrire des choses, même si on vient d'ailleurs. L'ambition, il faut en avoir. Ces 5-là représentent énormément d'autres personnes, Billie Holiday, enfin, il y en a eu tellement, des gens. Sans ambition, on n'arrive pas à se transcender. Donc, en France, on n'a pas vraiment l'habitude d'aimer la réussite, l'argent et l'ambition. Il en faut, parce que c'est la seule manière de convaincre, d'être un exemple pour les autres générations, de séduire et de se sortir de sa condition déterminante qui est celle de la naissance. Et ce qui est très important dans le livre, et Nina Simone l'avait dit en 1987 sur un plateau de télévision français avec Thierry Ardisson, le problème premier, c'est le racisme social. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment très, très à cœur. Si vous recroquevillez derrière votre couleur, vous êtes coproducteur de votre malheur. Ce sont les mots de James Baldwin. Et on est en train, tous, collectivement, de regarder d'abord notre sexe, notre couleur, avant de regarder notre nature humaine. Et que la seule chose qui est à voir, c'est comment est-ce qu'on change de pouvoir d'achat, comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie sans s'épuiser, comment est-ce qu'on fait pour donner un patrimoine à nos enfants et pour que nos enfants vivent mieux que nous. Donc c'est important de se dire que l'effort a un sens, qu'on n'a pas tout comme ça qui tombe. Il faut travailler. Donc le travail n'est pas un gros mot, même si c'est tripalum, comme un mot qui veut dire douleur. Ça n'est pas une douleur, c'est juste une façon d'exister au monde et de se présenter au monde. Et une façon de penser aussi en commun. Il faut créer. En fait, il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Regardez, on est dans un système de podcast. Et ça n'existait pas il n'y a pas très longtemps. On peut fabriquer de la conversation, on peut fabriquer de la pensée sur tous les supports possibles. C'est mon domaine, donc moi je parle surtout des médias. Et diffuser une information, à ne pas confondre avec la communication, c'est fondamental. Donc il faut avoir de l'ambition, et une ambition noble, pour arriver à se créer. Donc c'est ça qui est dans mon livre, à chaque mot. Et dans chaque histoire de Miles Davis, on fête les 100 ans de Miles Davis en 2026. Et les 250 ans des États-Unis aussi cette année. Et avec, comme je suis marocaine, j'y pense aussi beaucoup, la reconnaissance première, le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis, c'est le Maroc.
Voilà, donc la façon aussi dont, pour faire un lien avec le parallèle, la période Lyautey ou le roi Mohamed V, la façon aussi dont la communauté juive a été protégée ici. Donc il y a quelque chose à transmettre des histoires et à ne pas confondre les récits parce que chacun peut se trouver en fait dans un miroir qui est celui-ci et à être assez fier de ce qu'il fabrique. Moi, c'est ce que j'essaye de fabriquer. Mais est-ce que justement c'est intéressant? Tu m'as fait émerger un questionnement. Quand on voit le Maroc et son histoire, un pays de 12 siècles, qui a su gérer, intégrer sa diversité culturelle comme ethnique, en 2026, ce pays, le Maroc, notre pays aujourd'hui, est-ce que c'est pas lui maintenant qui est dans une posture d'expliquer à l'Occident que le vivre ensemble, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos religions, est la véritable clé d'une société équilibrée, épanouie, nonobstant les difficultés économiques, etc., etc., alors qu'en Occident, qui a passé son temps à nous raconter qu'il allait nous apprendre à vivre et à faire des choses, qui lui aujourd'hui est perdu, est en quête de sens, et que les hommes d'État et l'intérêt général n'existent plus. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, il y a un vrai paradoxe? Oui, en fait, c'est pour ça que convoquer l'histoire, c'est fondamental. À aucun moment, on peut imaginer avec pédanterie que l'autre ne saura jamais et que le professeur est toujours le même. On est en train de le voir. Il y a un terme que j'aime pas, c'est le global sud, sud global. Sud global. Sud global. Les pays du sud global, oui. Ouais. Donc l'Australie n'en fait pas partie parce que le PIB est plus important qu'eux. C'est ce qui détermine ce terme. C'est encore condescendant. Il n'y a aucune raison qu'il y ait cette terminologie. Avant, on disait pays du tiers-monde. Enfin, on a eu plein d'endroits en voie de développement. On a eu plein de... Et la sémantique, c'est quelque chose d'important. Et donc, à chacun son tour. Et que le Maroc, avec la canne qu'on vient de vivre, montre au monde entier qu'il est doté d'une ambition. C'est encore une fois ce mot-là. Non pas avec prétention de montrer qu'il est le meilleur, qu'il arrive avec les biscottos et tout ça. Non, avec humilité, mais simplement en étant centré sur soi pour rayonner vers l'extérieur. C'est un égoïsme intéressant, moi je l'aime celui-ci, c'est-à-dire regarder vers soi, se construire soi, en faisant fi des avis des uns et des autres, et ensuite d'apporter non pas une parole de prêcheur, mais un exemple. Le rôle modèle, pareil, autre mot valise qu'on a beaucoup utilisé et qu'on se dit, bon, ça ne veut plus rien dire. Non, c'est important d'avoir des rôles modèles. Aujourd'hui, le Maroc, je découvre. Je ne vais pas faire semblant de le connaître parce que je parlais d'assimilation au début de notre conversation. Je suis très connaisseuse de la France. J'ai les codes français et j'apprends le Maroc et je reviendrai vous voir avec un immense plaisir et je le souhaite et j'en fais le vœu pour mon prochain livre qui sera sur la binationalité et qui sortira dans un an, franco-marocaine. Donc j'apprends avec humilité et je ne vais pas arriver ici en donnant des leçons. Oui, alors moi je sais, j'ai bossé à France Télévisions, donc je vais vous expliquer. Non, j'explique rien. J'arrive, je regarde, j'assimile. Ce mot assimilation, il me sert là, mais pas ailleurs. Et j'analyse. Après, je réfléchis, je prends un temps. Et ensuite, je vois si je suis capable de m'intégrer. Là, je ferai l'effort de ce mot intégration par rapport au Maroc. Parce que je ne connais pas. Enfin, vraiment, mes parents le sont, mais moi, je le suis de loin. Et c'est un regret. Mais c'est jamais trop tard. Et j'ai pas j'ai des lacunes, mais j'ai pas de regrets par rapport à ça qui soit vraiment mon Dieu, je suis pas marocaine, c'est horrible, je peux pas rattraper le temps perdu. Si, je ne veux rattraper aucun temps perdu. Je vois juste aujourd'hui que ce pays, que je connais mal, m'explose au visage avec tout ce qu'il a essayé de mettre en place. Et je pense que le Nord, alors le Global Nord, doit prendre acte, mais des États-Unis doit prendre acte qu'il y a un réveil qui se fait et que les récits, que ce soit par le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, je suis critique cinéma pour plusieurs médias, que le cinéma maintenant existe par des réalisateurs qui font des films dans des pays en guerre. Des films au Yémen, j'en ai vu, j'en ai chroniqué, qui se font dans des décors de guerre. On n'est pas à Hollywood, qui raconte un récit, un soft power, qui raconte leur histoire de l'esclavage, leur histoire de la colonisation, leur histoire de Marie-Antoinette, leur histoire. Chacun prend son histoire, l'Éthiopie, la Palestine, Israël, le Soudan, voilà, raconte son histoire et la montre au monde.
Et ça, c'est très important de voir que les mentalités ont évolué de ce côté-là avec les moyens techniques dont je parlais tout à l'heure. On peut faire un film avec un téléphone. Ils racontent leur propre regard de leur propre histoire et donc ils se réapproprient leur récit. Et ça prend du temps, mais je trouve que là, ça va vite. Ça, on a accéléré un peu les choses et c'est vraiment très bien. Non pas encore une fois pour donner des leçons, mais pour dire on a à dire. Alors justement, qu'est-ce qu'on dit à toute une génération de diaspora aujourd'hui? Là, on va parler de la France que tu connais, mais on retrouve ça en Europe, qui ne trouve plus sa place, qui soit né ou qui ait grandi ou qui soit allé étudier simplement en France et qui a aujourd'hui un désir de Maroc encore plus poussé parce qu'ils veulent vivre dans leur culture, dans leur religion, de manière la plus libre possible. Ils veulent éduquer leurs enfants dans un environnement un peu plus équilibré. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis, vous avez raison, partez? Tu leur dis, non, restez, battez-vous? Qu'est-ce que tu leur dis? Alors surtout pas, j'étais dans cette situation, dans cette réflexion depuis 2 ans, d'où le prochain livre qui traite exactement de ce sujet-là. Je ne leur dirai pas, partez, tournez le dos, drapez-vous dans votre orgueil et choisissez votre pays, le pays de vos parents. Je parlais avec une jeune Portugaise qui a 17 ans, portugaise. C'est pas... Elle a dit, moi je pars, ici il n'y a rien pour moi, je veux aller au Portugal. Ma génération, j'ai 50 ans, on voulait aller aux États-Unis, en Australie, à Londres. Je lui ai dit, tu veux pas aller dans les pays anglo-saxons? Non, pas envie, de toute façon, tout le monde parle anglais partout. Je veux aller dans le pays. Donc, c'est une autre génération qui veut aller dans le pays de leurs parents parce qu'ils veulent renouer quelque chose d'identitaire fort. Je pense que c'est lié au fait que l'identitarisme euh, vraiment obstrue tous les débats, que c'est évidemment euh, multiplié par les médias qui sont vraiment en France. Bon, on a l'exemple de Bolloré, mais il y en a d'autres partout dans le monde, Fox News, etc. Les médias jouent sur la fibre identitaire parce que ça rapporte de l'argent et une niche commerciale, en fait. Et qu'il y a un effet de loupe qui fait qu'on a le sentiment qu'on ne peut plus rien dans le pays dans lequel on est né. Ça peut être un Belge pour un Belge ou un Français pour la France. Mais faites des deux côtés. En fait, maintenant, aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux qui ont du bien et du mal, on est à une seconde de n'importe quel pays du monde. Donc faites des deux côtés avec tous les moyens techniques. Je leur dis juste, apprenez l'anglais, c'est juste hyper important. Mais on peut faire partout. On peut être un citoyen, c'est un peu niais de dire ça, ce truc citoyen du monde. Bon, je vais le dire quand même pour aller vite et pour qu'on comprenne, mais on peut être citoyen de partout et se sentir partout chez soi dès l'instant où on a une ambition noble, celle que je tiens depuis le début. Donc ne partez pas avec une colère, parce que si on part en tournant le dos, qui dit qu'on va être accueilli comme il se doit? Et puis partir à défaut de... Moi, je ne veux pas m'installer ici au Maroc parce que la France, d'un coup, n'a pas été sympa avec moi. Ça voudrait dire que le Maroc, c'est une seconde, une ambition deuxième. Non, il faut partir avec une curiosité, une envie, non pas de conquête, mais de découvrir d'autres civilisations, d'autres cultures, réapprendre la sienne si on la connaît mal comme moi, et essayer de faire converger, de faire des ponts entre l'Afrique et l'Occident. Ça, c'est plutôt intéressant. Et d'apporter une culture. J'ai appris beaucoup de choses en France. Pourquoi est-ce que je jetterais tout à la poubelle en tirant la chasse et en me disant je vais tout recommencer? Non, je vais prendre ce que je sais là et voir comment, avec ce que je vais apprendre ailleurs, créer un nouveau. C'est plus ça. Mais quitter, même une histoire d'amour, on la quitte pas en balançant tout à la poubelle. On Est-ce garde les que, photos, quoi. est-ce que la France s'aime encore? Ah non, mais nous, on s'aime pas. Encore. Jamais. On s'aime pas beaucoup. On râle. On est content de rien jamais. On est un grand pays avec une grande histoire. On a des codes. On aime la conversation. On aime la beauté. On a des personnalités et des personnages historiques absolument fabuleux, des femmes qu'on a oubliées, qu'on a mis sous le tapis. Bon, ça, c'est mondial, on met toujours les femmes sous le tapis. Soit des peintres, des auteurs, des professeurs, des militantes absolument incroyables. Euh, et elle n'a jamais su regarder réellement les atouts qu'elle avait, que ce soit des inventions technologiques, que ce soit des avancées euh, culturelles. Bon, le cinéma, pour parler de ce que je connais, mais il faut qu'on apprenne à s'aimer. Mais je crois que c'est pas près d'arriver. Parce que c'est en nous. La réussite, elle doit se faire discrètement. On n'est pas des porte-drapeaux. Qui a pris le drapeau? Le Front National dans un premier temps et Marine Le Pen ensuite.
Il a fallu attendre Sarkozy, pour qui je n'ai aucune amitié, qui a copié Barack Obama et la campagne de Barack Obama, et on n'a jamais vu autant de drapeaux en France suite à la campagne américaine, parce que c'était juste un peu après. Et là, on s'est dit, ah oui, on a un drapeau. Et Emmanuel Macron a montré l'Europe. On voyait toujours l'Europe, il parlait de l'Europe, mais on ne la regardait pas, nous, en tant que Français, l'Europe. Donc en fait, ces mots-là qui sont nation, patrie, drapeau, on doit les récupérer et non pas les laisser au Front National. Donc apprendre à s'aimer avec nos qualités. Alors justement, liaison parfaite, comment, en tant que franco-marocaine vivant à Paris, tu pourrais définir l'identité marocaine? Et pour t'aider, C'est tout ce que j'essaye de comprendre. ben justement, parce que je sais que tu travailles sur ces questions-là dans le Oui. cadre de tes médias, etc., on vient de vivre une CAN exceptionnelle, Oui, au-delà des événements de finish. oui. Mais parce que moi, j'ai l'habitude de dire que la marocanité, c'est un ADN. Quel que soit l'endroit où l'on vit, où on soit né, c'est toujours présent. Comment toi, tu l'as défini avec ta lecture, ton regard extérieur, entre guillemets? Quels sont ses attributs? Parce que tu as parlé de drapeau, etc. Et en fait, c'est des choses qui ont toujours existé au Maroc. Comment tu le vois? Mais déjà, pour faire le lien avec la question précédente sur pourquoi est-ce que les Français ne s'aiment pas, je discutais hier avec un monsieur, Mansour pour le citer, qui est génial. Et il me dit, c'est marrant, vous aimez plus, vous, les MRE, des expressions. Avant, on disait les immigrés et les vacances. là. TME, MRE, Voilà, RME, voilà, il y a on plein a d'acronymes. Voilà, il y en a plein. Bon. Vous aimez plus le Maroc, on dirait, que nous, en fait, de l'extérieur. Alors, je vois que le drapeau, en effet, est très présent. Qu'il y a ce malhaba, alors je dis pardon avec mon accent, mais que j'adore ce mot. J'hésitais d'ailleurs à appeler mon livre comme ça. Cet accueil, et je ne veux pas considérer que l'accueil est quelque chose comme ça de touristique, de carte postale. Oui, ils sont gentils. Non, c'est quelque chose qui est fondé, qui est un ADN profond, sans doute lié à une histoire millénaire, à un royaume chérifien, à le fait qu'il y ait eu aucun Ottoman qui ait mis les pieds sur ce territoire, qu'il y a quelque chose de stabilisé, que cette douceur et cet accueil, dans un sens vraiment tout sauf celui qui est un accueil administratif, mais vraiment on est invité, c'est l'art de recevoir. J'ai l'impression que ça c'est unique. Je voyage beaucoup avec le premier livre que j'ai fait. Et je me rends compte que à Paris, on est un petit peu comme ça sur les dents. Même à Londres ou à New York, il y a un accueil, il y a une sympathie, je trouve, assez ouvert. Mais ici, il y a quelque chose. Mais après, peut-être que je parle avec le prisme de la marocaine et que je suis pas objective, mais il y a quelque chose qui est vraiment rare dans le fait d'être regardé, d'être entendu et d'être vu. Et on n'a pas le sentiment d'avoir un déficit de visibilité. Ce qui peut être le cas, ce que je peux ressentir moi en tant que Française en étant en France. Parfois, j'ai l'impression qu'on me voit pas, qu'on m'entend pas. Et si je choisis de faire des médias, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que j'ai envie d'être vraiment entendue. Donc il y a quelque chose comme ça qui me touche de ce côté-là. Et je travaille beaucoup cette question de l'accueil et de l'invitation dans mon livre notamment pour arriver à comprendre d'où ça vient. Donc ça, c'est une des choses. L'amour qu'ils ont de leur pays, même si Mansour me dit hier, j'ai l'impression que vous aimez plus. Non, non, je crois que les Marocains aiment leur pays, fondamentalement, ce qui fait une grande différence avec la France. Et que ils évoluent parce que c'est une population jeune, alors qu'en France ou en Allemagne, c'est plutôt vieillissant, qu'ils évoluent au rythme de la société marocaine. Et la révolte qu'il y a eu là des jeunes de la génération 212, je l'ai applaudi sur mes réseaux sociaux, je l'ai vraiment applaudi parce que je trouve que c'est un signe de bonne santé et que c'est important qu'une jeunesse se réapproprie, comme ce qui se passe aujourd'hui en Iran sans aucune comparaison, mais qu'une jeunesse se réapproprie son pays parce que c'est un gage de suite. J'ai l'impression que nous en France, bon, ben, on manifeste pas beaucoup et quand on va manifester, c'est pas les jeunes. Alors justement, tu parlais de la jeunesse marocaine, donc autochtone. Quel serait le message que tu pourrais lui passer pour lui dire il faut continuer à rêver de Maroc? Il faut continuer à rêver de Maroc. Il faut absolument continuer à être les deux pieds dans ce territoire qui est en train de tout fracasser.
d'un point de vue d'image. On a parlé de la CAN tout à l'heure. Donc, l'image de la CAN a apporté mondialement quelque chose de fondamental au Maroc, qui est des infrastructures, mais pas que ça. C'est un savoir-faire, parce qu'on parle des infrastructures comme si c'était que du béton. Mais en fait, c'est une vision. Il y a une vision. Donc, il faut participer à cette vision. Donc, il faut rester. Il faut fabriquer. Et en France, de la même manière, il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir faire leurs études ailleurs et qui veulent partir s'installer ailleurs. Beaucoup de jeunes maintenant n'achètent pas d'appartement parce qu'ils se disent pourquoi je vais sédentariser alors que finalement, bon, bah, la France, il n'y a pas vraiment d'avenir. Je dis aux gamins de la même manière, encore une fois, apprenez l'anglais. Ce qui n'est pas le cas de la jeunesse marocaine parce qu'elle est très bonne en anglais, hein. Nous, on n'est pas très bons. Restez en France et travaillez ailleurs, allez ailleurs, mais continuez à vous sentir français parce qu'on ne peut pas jeter nos identités à la poubelle. On risque de tomber dans l'identitarisme quand on se recroqueville sur son identité, et là c'est dangereux. Mais jeter son identité, non, parce que c'est celle qui nous a constitués. Je ne pourrais pas parler comme je parle si je n'étais pas née en France, et je parlerais autrement si j'étais née dans un autre pays d'Europe. Donc c'est très très important de rester et de fabriquer des choses dans des pays, surtout quand ils vont pas bien. Et quand ils vont bien, il faut y rester pour savourer. Alors, tu m'évoques une idée, pour paraphraser ton livre, ils ont choisi la France. Est-ce que demain, il peut y avoir un livre qui dirait ils ont choisi le Maroc? C'est pour ça que je réfléchis au titre du prochain. C'est sur la binationalité. Je ne sais pas encore le titre, mais j'ai pensé à celui-ci. Je ne veux pas non plus que ça fasse un objet de marketing, parce que le troisième, je vais dire quoi? Bon. Donc, c'est des histoires différentes. Là, il s'agit de 5 Noirs américains. Je l'ai choisi pour une raison précise, c'est que c'est mon premier livre et que je ne voulais pas raconter mon histoire. Vous savez, en France, il y a beaucoup de livres de jeunes maghrébines. C'est leur histoire qu'elles racontent. Donc, un de plus, à quoi ça sert? Donc, je voulais faire un pas de côté parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, moi, je regarde l'urgence médiatique et le calendrier politique. Et donc, ça correspondait à la réélection de Trump. Mais aussi, c'est important de pouvoir commencer sa vie littéraire avec d'autres histoires que la mienne. Et la deuxième, ça sera le Maroc. Et j'aimerais bien dire ils ont choisi le Maroc, mais en tout cas, moi, je suis en train de le choisir. Mais je ne veux pas d'un titre marketing. Très bien. Alors, on arrive à la fin. Tu vas choisir 3 questions que tu vas me D'accord. redonner et je vais te les poser. Donc, tu choisis et tu me les redonnes. D'accord. Voilà. Tiens. Vas-y, tu peux bouger. D'accord. Tu me les donnes. Non, tu me donnes. Ah C'est bah moi qui voilà, les là, dis. il y en a deux, elles sont venues toutes seules. Voilà. Et puis alors, voilà, celle-là. Allez, Voilà. Super. Et il y en aura une 4e qui sera mon choix D'accord. personnel. Donc, je vais les adapter si je trouve qu'elles ne sont pas adaptées. Ah oui, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu n'as jamais dit en public, mais que tu portes depuis longtemps en silence? Elle est intelligente, cette question. Ça fait dire à la On personne essaye, qu'elle a on jamais essaye, dit. on essaye. Euh, Bah que je... Bah, si, bah voilà. Que je rêvais d'avoir mon talk show. Ok. Voilà. Si tu pouvais changer une chose dans le modèle, dans le modèle de société français, qui pourrait passer un nouveau cap, une nouvelle ère, ce serait quoi? Là, comme ça, spontanément, je pense à l'école, à la façon dont l'école est constituée. Parcoursup, c'est pas la meilleure des inventions. Mais au-delà de ça, pour avoir une vraie école pour tous et une vraie mixité sociale, il faut repenser et le programme et la façon dont les écoles publiques sont en train de perdre face aux écoles privées. Très bien. Quelle trace aimerais-tu laisser au-delà de ton métier? Mes nièces. Trace que je veux laisser au-delà de mon métier. Alors, dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir écrire, donc ça reste dans les bibliothèques nationales. C'est inscrit. Mais mes nièces, Jade Mazarine et Alia, je les pense comme une suite. Ok. Dernière question, ça c'est la question subsidiaire. Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu aujourd'hui? T'as eu raison d'être insolente. Parce que sans cette insolence,
Il y a longtemps qu'avec les différents quolibets, les regards de travers, de certains professeurs, tu aurais lâché. Et lâcher, c'est pas du tout, du tout, du tout la bonne solution parce que c'est la première personne que l'on punit, c'est soi-même. Bah, écoute, merci sur ces mots. Merci, Merci. ce fut un plaisir de converser avec toi, Merci. de découvrir tes engagements, qui tu es, la nature de ta ligne personnelle éditoriale, de ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu vas faire demain. Je te souhaite plein succès et Merci. merci d'avoir pris du temps d'échanger avec nous. Avec plaisir. Ravi et à très très vite. À très bientôt. Merci. Merci.